qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux un peu bouger mes curseurs? Quelles sont les dépenses que je peux réduire? Donc, il y a des petits trucs où tu peux épargner de l'argent, mais il y a aussi des choses volontairement où tu vas te dire, en fait, ça c'est ridicule, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent là-dedans. Et ça, tu peux t'en rendre compte, en fait, que si tu vas voir dans tes comptes, parce que sinon, t'as pas forcément de surprise. Et en plus, c'est des petits montants, tu vois, t'as Amazon, t'as Netflix, mais à coût de 15 euros, 30 euros, en fait, ça peut aller jusqu'à peut-être, tu vois, 100 euros par mois. Il serait quand même mieux dans ton compte pour t'acheter ton vélo ou investi dans les marchés financiers et pouvoir l'utiliser plus tard. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut Émilie, ça va ? Salut Mathieu, super, et toi? Bah écoute, très bien. Alors on en parlait juste à l'instant. Toi, tu es rentré en Angleterre où tu es basé, donc pour cette rentrée des classes 2021. Et je suis ravi d'échanger avec toi parce qu'on va parler de sujets de fond en fait, pas mal. Alors que tu connais bien, hein, parce que pour rappel, toi, tu es donc autrice d'un livre qui est que en anglais pour l'instant. Oui, qu'en anglais. Que en anglais. You're not broke, you're pre-rich. Donc, tu n'es pas fauché, tu es bien un presque riche ou un bientôt riche, c'est ça. Exactement. Très riche. Tu es aussi la fondatrice de Vestpod, donc qui est un site d'information et une plateforme justement sur l'investissement, de sensibilisation. Alors notamment, principalement axé vers les femmes, si je me trompe pas. Euh, et voilà, on va pas parler que à nos auditrices, mais aussi et beaucoup à elles. Et puis tu es aussi le host d'un podcast sur les finances personnelles, qui est une consoeur podcasteuse. Mais toi, tu officies principalement en anglais aussi, hein, c'est ça? Ouais, principalement en anglais. Écoute, moi, ça fait 12 ans que j'habite, 12-13 ans que j'habite en Angleterre, donc j'ai complètement switché. Et maintenant, bah, tu vois, les finances personnelles, surtout, c'est très très local quand même. Dès que tu commences à toucher à la régulation, donc ouais, c'est en anglais pour le marché anglais, mais grosse. Enfin, j'ai un peu une partie de moi quand même en France pour y avoir passé beaucoup de temps. Mhm. Donc on fait aussi un petit peu de choses en français. Tu parles encore un bon français, je te rassure. Merci. Euh, et c'est très bien. L'idée aujourd'hui, donc à travers toutes tes activités et ton passé aussi, hein, dans la finance, ton expérience professionnelle, c'est vraiment ensemble de parler de stratégies très concrètes, un peu de pourquoi, mais beaucoup de comment. Pourquoi il faut s'intéresser à ces finances, et c'est vraiment la thématique fondamentale, je dirais, de la martingale, parce qu'on nous apprend pas vraiment, on n'a pas de cours, on a éventuellement de l'éducation civique, mais on nous apprend pas à gérer notre argent. Ceux qui apprennent à gérer leur argent, ou l'argent en tout cas, sont plutôt ceux qui vont apprendre à gérer l'argent des autres, mais ce qu'il y a beaucoup Ouais. d'autres dimensions qui sont aussi des dimensions commerciales, etc., mais pas son propre patrimoine. C'est quelque chose que tu connais bien. Tu peux m'expliquer dans les grandes lignes comment et pourquoi c'est si important? Ouais, bien sûr. Mais tu vois, juste pour commencer par mon exemple. Donc, tu parlais de France. Moi, j'étais en business school en France. J'ai fait mes études, tu vois, économie, management, finance. Je pars à Londres pour commencer à travailler en banque d'affaires, donc dans une banque française. Et après, j'étais chez Lehman Brothers. Donc, tu connais l'histoire. J'ai rejoint Lehman en 2007. Donc, tu vois, c'était un an avant la faillite. Et je travaille dans leur fonds d'investissement, leur fonds de private equity. Donc, mon job, c'est de regarder des business, comment ils marchent, travailler avec le management, améliorer la performance. Bon, super junior, mais tu vois, vraiment les mains dedans, faire des modèles Excel. Donc, très bonne connaissance, tu vois, financière, mais vraiment de la finance d'entreprise. Et à côté, voilà, bah forcément, tu es en finance, c'est génial, tu gagnes un bon salaire, tu es à Londres, tu travailles énormément. Mais il y a un moment où tu te dis, OK, où est-ce que je commence avec mes finances perso? Parce qu'en fait, j'ai
j'ai quand même étudié tous ces trucs-là en finance. J'ai jamais parlé d'argent chez moi. On parlait pas d'argent avec, tu vois, les copains, les finances perso, pas trop. Il y a encore tout ce tabou, je pense, autour de l'argent, où t'oses pas trop, même, tu vois, en commençant à travailler à Londres avec un salaire de banquier, du coup, tu parlais plus forcément d'argent avec tes copains qui avaient commencé en France dans d'autres secteurs, parce qu'il y a cette relation à l'argent où tu as tendance à te définir vachement, en fait, dans la société, combien je gagne, combien tu as sur ton compte, tes parents ont de l'argent, n'ont pas d'argent. Donc, on n'a pas forcément ces discussions, ce qui aide pas, en plus de pas Mmh. avoir l'éducation financière qu'on devrait avoir. Tu vois, à l'école, je regarde en lisant des recherches, tu as des habitudes financières acquises à 7 ans, tu vois, entre 3 et 7 ans. Donc, est-ce que tu te rappelles de la façon dont tes parents parlaient d'argent, comment l'argent était géré à la maison? Et en fait, si tu en parles pas, tu as tendance à regarder ce qui se passe, à te dire on n'a pas d'argent, on est pauvre, on a de l'argent, comment on dépense de l'argent. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Donc voilà, je travaille en finance, je suis à Londres, tu vois, c'est vraiment Canary Wharf au milieu des marchés financiers. Il y a la faillite. Moi, je garde mon job, on devient un fonds de private equity indépendant, donc je continue dans ce job-là. Et à Je un moment, je rappelle, me hein, ouais, dis, les Lehman Brothers, en effet, c'est vraiment l'un des piliers de la finance qui s'est effondré au moment de la crise des subprimes. Et c'est vraiment la plus grande faillite presque de tous les temps, en tout cas des 50 dernières années dans l'univers de la finance. Donc toi, tu as vécu ça de l'intérieur. Euh, et pour reprendre aussi ce que tu disais là, ce qui est remarquable dans le sens propre du terme, hein, c'est qu'en effet, on n'ose pas en parler. Je sais pas si c'est que tabou, mais c'est aussi qu'on se dit d'abord, bah déjà, faut peut-être en gagner, faut peut-être, avant de savoir ce qu'on va en faire, etc., etc. Donc on se dit dans l'ordre, si je mets les choses dans l'ordre, finalement, je vais apprendre à gagner de l'argent, après je verrai ce que j'en fais. Mais souvent, on va avoir un côté très empirique. Je vais gagner, je mets de côté, comme qu'est-ce que j'ai sur mon compte, etc. Mais il y a aussi les fondamentaux du pourquoi je fais ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est beaucoup la liberté que ça t'apporte, quoi. C'est-à-dire que quand tu gères bien ton argent, tu peux ben, finalement te permettre de faire des choses, avoir plus d'ambition, voir l'avenir un peu plus, te dire dans 10 ans, j'aimerais être là. Voilà, je suis très familier avec les biais d'ancrage, la visualisation, etc. Et donc, en effet, c'est plus pour ça que pour avoir un très gros compte en banque que tout ça m'intéresse. ouais, bien sûr. Et tu vois, c'était aussi un peu ce dont je parle dans mon livre et toute cette relation à l'argent et quel est le but. Et quand je parle un peu à ma communauté, tu vois, de femmes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'argent pour vous? Et oui, l'argent, bah, c'est la liberté, c'est l'argent qui va te permettre de changer de job, de partir, tu vois, d'une relation qui marche pas, te donner des choix, en fait. Mais la façon dont, si tu veux, les institutions financières, les banques parlent aux gens en termes de gestion de finances, c'est tout sur du rendement, gagner plus, avoir plus. Donc en fait, tu as cette image que gérer tes finances, c'est pour les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est assez dur d'avoir accès à un conseiller en patrimoine, tu sais, tous ces trucs, banque privée. C'est pas pour tout le monde. Et en fait, cette gestion des finances, ça paraît super compliqué. Tu te dis, je dois être bon en maths et tout. Mais non, tu devrais commencer, même, tu vois, quand tu es étudiant, tu as un pré-étudiant. Déjà, tu es en train de prendre énormément de décisions financières, tu as déjà des habitudes financières et t'as pas besoin de gagner beaucoup pour commencer à te dire j'épargne un tout petit peu, je commence des trucs qui sont super faciles, c'est des habitudes, mais tu te construis un patrimoine en fait, tu vois, Mmh. même je te dis 10 € par mois, 20 € par mois, 50 € par mois, ce que tu peux à un certain âge, déjà ça va vachement t'aider. Et là, quand aujourd'hui on va parler aussi de retraite et tu parles de visualisation, c'est très dur en fait d'épargner aussi pour le long terme. On va parler du court terme et comment le faire aussi sur des salaires qui sont pas énormes. Mais après le long terme, c'est cette personne qui est toi à 60 ans, 70 ans. En fait, t'as pas vraiment de connexion. Donc comment Mmh. tu épargnes aujourd'hui et tu dis je sacrifie tout ce que je fais aujourd'hui alors que je devrais aller faire tout ça avec des potes, voyager, hein. Mais en fait, comment tu mets aussi de côté et trouver la motivation de le faire qui est pas évidente. Sachant que j'ai deux choses à ajouter là-dessus. C'est que c'est vrai que souvent, hein, pas toujours, mais si tu n'as pas accès à ces conseillers très tôt, alors ce sont des conseillers soit par des grands organismes financiers, soit aussi des indépendants. euh,
souvent, leur modèle économique est basé sur, évidemment des commissions. Donc, si tu as un gros patrimoine, ben, tu vas intéresser beaucoup de monde parce que les commissions sont importantes. Si tu es très jeune et que tu as pas de patrimoine, bah, tu intéresses personne parce qu'en fait, si tu mets 300 balles par mois ou 100 balles par mois de côté, bah, évidemment, te prendre 2 ça fait 2 € quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Donc du coup, tout ce système est bien en effet, pour les plus riches peut-être d'entre nous, moins bien pour les plus pauvres, quoi. Et ma seconde remarque là-dessus aussi est que, mis à part quelques cas spécifiques que j'ai pu recevoir sur la martingale, notamment, tu connais probablement le mouvement FIRE, Victor Laura, que j'ai reçu 2 fois, donc Financial Independence Retire Early. Donc eux, ils sont sur un impact très fort, donc ils vont serrer la ceinture potentiellement fort et investir massivement sur plein de choses. Et c'est très intéressant, très inspirant. Ouais. Mais eux, ils veulent généralement, le titre souvent, c'est être retraité à 40 ans, tu vois. J'ai déjà passé le cap, moi, donc de toute façon, c'est trop tard. Et puis, euh, et puis, mais en revanche, si tu t'y mets très tôt et que tu as une durée devant toi de 40 ans de bonne gestion, et on parle pas forcément justement là de serrer la ceinture à fond et de pouvoir peut-être, et c'est ça que j'aimerais que tu m'expliques, comment je peux faire les voyages avec mes potes ou me permettre un certain nombre de choses tout en étant assez tranquille sur mes objectifs. Je parle souvent ici donc de goal-based investment, Ouais. d'investissement par objectif, plutôt pour me dire, je veux pas en fait être le plus riche du cimetière parce que ça n'a aucun sens, mais j'aimerais pouvoir dans ma vie me permettre telle grosse fête, tel grand voyage, telle voiture si tu veux, ou telle maison ou tel appart, tels investissements, etc., quoi. Je pense que tu vois, ça, déjà, le goal based, tu vois, d'avoir ces objectifs financiers. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas forcément. Tu vois, tu vas le faire au boulot tous les ans, tu vas avoir tes objectifs qui vont être validés, tu vois, par tes supérieurs, par ton management, tu vas travailler dur. Mais est-ce que justement, tu pourrais pas faire la même chose à la maison? Et en fait, Comment on fait? et comment on fait? Ouais, ouais. Et ça commence par te dire, bah, déjà, il faut bloquer un peu de temps pour le faire. Parce que tu te dis, mes Mmh. finances, elles se gèrent toutes seules, je suis payée, tu vois, tous les mois, je paye ces trucs-là, je paye mes factures, l'école, enfin, je sais pas, l'école des enfants, voilà. Tout ça, c'est pris en charge, j'ai même pas à regarder, je regarde mon compte de temps en temps. Mais en fait, est-ce que tu peux avoir une approche un peu plus active avec tes finances? Donc ça va commencer par développer une relation un peu plus positive à l'argent. Et ça, je pensais jamais dire un truc comme ça venant d'un finance, tu vois, des chiffres super pragmatiques. Je me suis dit non, mais Mmh. il me faut un fichier, le budget, tac tac, dans quelle case. Revenir un peu en arrière et essayer de comprendre, ok, bah voilà, qu'est-ce que c'est l'argent pour toi? Est-ce que tu veux accumuler de l'argent? Et tu vois, c'est fine, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que toi, non, tu veux juste être sûr que tu es assez pour partir en voyage, faire ça, épargner pour ta retraite? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui est positif pour toi, c'est négatif? Tu vois, c'est se dire: «Oui, bah, soit j'aime l'argent ou soit non, l'argent pour moi, c'est juste un moyen, c'est une forme», il y en a des gens qui appellent ça, c'est une forme d'énergie, tu vois? Ça va, ça vient et ça dépend un peu dans quelle case Mmh. je le mets. Et à partir de là, c'est dire, bah, OK, je m'assois, je passe 1 heure à écrire qu'est-ce que je veux, ma vie va ressembler à quoi? Et là, moi, j'aime bien avoir tu vois, en disant de aujourd'hui à ma retraite, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire? Donc, on va dire que dans l'année, si j'ai pas, par exemple, d'épargne, de précaution, de sécurité, nous, on appelle ça un emergency fund, tu vois, rainy day fund, quand les choses vont mal, est-ce que j'ai un peu de cash quelque part, un peu de liquidité sur je te dis un livret A, mais tu vois, ça peut être un autre produit. Donc voilà, essayer que, tu vois, pour le court terme, il se passe quelque chose, j'ai un petit paquet, un petit pactole d'urgence. Donc je te pose là, pour revenir un tout petit peu en arrière, par où je commence? Ce que tu dis, là, c'est que ce soit seul ou en couple, je dois déjà, me poser, potentiellement d'ailleurs, je pense d'ailleurs d'abord seul, Ouais. j'imagine, et ensuite en couple si tu es en couple, et te dire: «OK, quelle est ma relation, et qu'est-ce que je veux faire dans la vie?» C'est ça, et je prends le temps de l'écrire. Combien de temps, comment, et comment ça se concrétise, quoi? Alors, tu vois, tu peux dire le samedi matin, tac, je me lève, j'ai 1 heure, ou c'est dans la semaine si tu trouves ça plus facile, tu vois, à l'heure du déjeuner au bureau. Mais vraiment, tu bloques 1 heure dans ton calendrier. Ici, il y a pas mal de journalistes financiers qui me disent j'ai un cahier, je te montre un notebook, tu vois, mais j'ai un cahier spécial qui est vraiment pour écrire mes budgets, comment je gère mon argent et tout. Ça, c'est vraiment pour soi, en fait. On n'a pas besoin de le montrer à qui que ce soit. Et c'est Mmh.
un exercice qui plus tard, tu vas pouvoir faire avec un conseiller en patrimoine, par exemple. Mais moi, je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec un conseiller en patrimoine. On s'assoit, enfin, t'imagines la scène dans la city, hein, il me demande, OK, combien tu gagnes, combien tu as de retraite, combien tu as sur tes comptes, combien tu as de dettes, combien gagne ton mari. Je veux dire, toutes ces questions, tu es bombardé, tu sais même pas comment répondre. Donc déjà, fais-le pour toi, tout Ouais, seul. Et même peut-être avant de commencer par, ouais, on parle de la relation à l'argent, ça c'est important. Et aussi écrire tes chiffres. Donc ça, c'est ouais. même peut-être avant même les objectifs financiers. Et ça, si vous écoutez cet épisode, peut-être ce week-end ou dimanche soir, prendre un moment et aller se dire, OK, quel est un peu mon patrimoine? Quelles sont mes richesses? Donc mes chiffres, c'est le patrimoine et les flux, quoi. C'est combien Voilà. j'ai. Si je fais le tour de tout ce que j'ai, je l'écris. Alors peut-être idéalement parce que c'est plus évolutif. Alors moi, je suis peut-être plus là-dessus. Tu peux le faire dans un notebook sur un papier ou dans un fichier Excel, spreadsheet, voilà. Et tu mets, voilà, combien j'ai aujourd'hui. J'ai 0, j'ai 1000, j'ai 10 millions. Et combien je gagne. Et en partant de ça, ça c'est vraiment le travail de base, c'est ça? Ouais. Et Et combien je dépense? et combien tu dépenses. Mais si en fait on commence à regarder ces 3 catégories qui sont super importantes, parce que dit comme ça, tu te dis ça va me prendre 5 minutes. Mais en fait, le premier point qui est un peu faire ton bilan, essayer de prendre une photo de tes finances aujourd'hui, ça va te prendre un peu de temps. C'est en gros calculer ta richesse. Donc pour moi, c'est la somme de tous les actifs, tout ce qui t'appartient, et tu enlèves tous les passifs, donc tout ce que tu dois. Donc en fait, tu dois aller regarder ce que tu as en IMO peut-être. Est-ce que tu as, je sais pas, des biens perso, ça peut être voiture, autre chose. Quelles sont tes économies? Mais ça, c'est pas facile d'aller voir tes économies, combien tu as sur tous tes comptes, parce que sauf si tu Mmh. regardes tes comptes tous les jours, combien tu as sur tes plans retraite et tout, t'es peut-être pas Ton vieux forcément livret A que tes parents tes ont vieux livrets ouvert. A, voilà. Donc déjà, essayer d'aller retrouver, tu vois, tous tes codes et tes passwords pour tous ces Ouais. comptes, les écrire noir sur blanc. Et après, quand on parle des passifs, c'est quelles sont tes dettes, crédit à la consommation, est-ce que tu as des paiements plusieurs fois, est-ce que tu as acheté quelque chose et tu dois encore 3 mois ou 6 mois de paiement, est-ce que tu as des découverts? Et ça, c'est super difficile en fait, parce que c'est peut-être une partie de ton, on va dire, de ton patrimoine, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu n'es pas allé gérer tes finances, c'est que tu as super peur de voir quel est ton découvert, combien tu payes tous les mois, parce que tu sais pas combien tu vas le rembourser, qu'on parle pas d'argent, mais on parle encore moins des dettes et des dettes perso, parce que ça a une super mauvaise image. Alors Mmh. que vraiment, ça, c'est un des trucs il faut s'en occuper d'abord, parce que ça te coûte super cher. Donc, si tu as des dettes qui commencent à courir comme ça avec des intérêts, en fait, ça va être super difficile après d'aller constituer un patrimoine de l'autre côté, où tu vas gagner un taux d'intérêt à 0,5%, ou essayer d'aller investir dans les marchés à peut-être, tu vois, 8%. Mais si tu payes 20% sur des crédits à la consommation, ça te plombe complètement ton budget. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, pour moi aussi, hein, l'idée c'est de se dire avant de s'enflammer sur chaque épisode de La Martingale sur les bitcoins, l'immobilier, investir dans des projets comme Enerfip, sur un super épisode que j'avais fait sur des projets typiquement hydrauliques, photovoltaïques, etc., etc. Bon, avant de faire tout ça et de partir dans tous les sens, faut quand même voir où t'en es. Pourquoi tu le fais et jusqu'où tu peux pousser euh, pour, euh, pour être bien et avoir finalement une vie qui te correspond aussi, quoi. Ouais, et tu vois, ce dont tu parles un peu sur, tu vois, tous les cryptos. En fait, la finance, quand tu lis des trucs sur la finance perso dans les journaux, c'est toujours assez sensationnel. Donc, c'est get rich quick, comment tu peux devenir riche, faire de l'argent très rapidement. Oui, c'est plus Euh, racoleur, ça fait plaisir. voilà, Ça, ça tu fait dis, ça plaisir. donne envie, quoi. Voilà. Et tu as les histoires de ceux qui ont gagné de l'argent, mais t'as pas l'histoire de tous ceux qui ont perdu de l'argent. Et je pense que sur l'année dernière, avec les confinements, les gens étaient chez eux. Bon, il y en a peut-être qui ont réussi à épargner un peu plus. Bon, voilà, parce qu'ils savaient pas aller au boulot, ils dépensaient moins d'argent. Donc, ils ont commencé à investir dans les marchés financiers, mais sans forcément faire tous ces exercices de budget, de revenir en arrière. Donc, les gens ont peut-être perdu de l'argent sans avoir cette sécurité financière. Donc, tu vois, c'est moins sexy, C'est ce que j'allais mais il dire. faut le faire. C'est ce que j'allais dire parce que le budget, rien que ça, même au niveau business, ce qui est nécessaire, c'est déjà bien relou à faire. Mais alors au niveau perso, tu te dis si je peux m'épargner ça, mais il faut pas se l'épargner. Et en vrai, tu dis que ça prend du temps. C'est surtout la première fois, quoi. Ouais. Moi, ce que j'ai fait récemment, en revanche, c'est que et quand je dis récemment, c'est vraiment sur les 18 derniers mois, j'ai quand même supprimé énormément de comptes
j'ai essayé de tout refaire revenir, tu vois, au même endroit parce que, tu vois, quand tu fais un emprunt un jour, tu passes dans une nouvelle banque, puis en fait, tu as encore tes vieux comptes dans l'ancienne banque, puis tu les laisses parce que tu te dis: Et «C'est pas t'oublies. grave» et puis t'oublies et puis t'as plus les codes et juste, déjà les fermer, c'était compliqué, mais alors, là, tu vois qu'ouvrir un compte, c'est très facile, le fermer, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, l'idée, c'était quand même de recentraliser un peu tout sur un compte central, idéalement, potentiellement, sauf si justement tu es engagé avec une banque, mais dans une banque qui a le moins de frais possible. Toutes ces choses-là qu'il faut regarder, quoi. Ouais, voilà, donc une fois en fait que tu as du coup, si on revient à notre, Ouais. patrimoine, notre richesse, voilà, tu as ton chiffre qui est ta richesse, donc la somme de tes actifs moins la somme de, tu vois, de tes passifs, et tu arrives à un chiffre positif, négatif. En fait, le but, c'est pas de se juger sur ce chiffre. Forcément, si c'est ton premier job, tu as des prêts étudiants, bon, bah, ça va être un chiffre qui est négatif. Ton but, c'est quoi? C'est d'aller, on va dire, tous les 3 mois, aller revoir ce chiffre, et ça, tu peux l'avoir dans un fichier Excel. Ça te prend une fois que quand tu l'as fait une fois, après, ça te prend pas autant de temps. Donc tu prends un rendez-vous récurrent, par exemple, que tu as Voilà, fait ton samedi matin, ou si tu dis c'est le meilleur moment, ou dimanche soir, ou peu importe, ton déjeuner, tu te dis tous les 3 mois, tous je les me donne 3 rendez-vous mois ou avec tous les 6 moi-même, mois, voilà, ouais, pour, refaire ce truc, avec moi-même ou avec mon conjoint, voilà. en l'occurrence, selon ta situation et selon t ses objectifs et je repasse dessus. Hem Est-ce que, il y a des endroits sur tout ça où tu peux avoir, très vite beaucoup d'impact? Je veux dire, moi je peux avoir une tendance à laisser couler pas mal de choses, mais, est-ce qu'il y a des endroits où notamment je peux faire des grosses économies? Ouais. Alors là, en fait, ce snapshot, donc tu vois, cette photo, c'est vraiment ta richesse, c'est un peu ton tracker à toi, de voir est-ce que je m'améliore, parce que en fait avec tous les flux d'argent, enfin tous les flux, c'est pas des montants énormes, mais tu vois, Mmh. t'as des revenus différents, tous les mois tu dépenses de l'argent. C'est très dur de s'arrêter à un moment et se dire forcément t'es super bon à la fin, au début du mois, t'es pas très bon à la fin du mois en fait. Donc Mmh. ça te permet d'avoir un peu la big picture. Et après, si tu veux un peu mieux comprendre tes flux d'argent, là c'est justement le budget dont on parlait, et ça va t'aider à super bien comprendre en fait combien tu gagnes et où va ton argent. Donc là, il y a juste une règle de budget que j'aime bien, mais vraiment, il y en a plusieurs et c'est assez personnel, mais il y en a une qui s'appelle le 50-20-30. Donc ça, c'est des pourcentages. Et donc, c'est de dire que tous les mois, il y a 50% de ton salaire ou de l'argent que tu gagnes qui va aller sur tes besoins fixes. Donc ça va être quasiment tous les mois la même chose. Et fixe, bah, ça peut être ton loyer, ça peut être, tu vois, le transport pour aller au bureau, tes impôts, tes assurances, tu vois, tes dépenses alimentaires, ce que tu vas payer en électricité, ton téléphone. Donc, quasiment les mêmes tous les mois. Donc ça, tu sais que tu vas les payer. Après, il y a 20%, et 20%, ça, c'est l'épargne. Donc ça, c'est une règle, si tu veux, tu peux changer les pourcentages pour toi, mais c'était une règle faite par une experte à Harvard qui a dit, voilà, en gros, c'est ça. Mais après, on va rentrer un peu dans les pourcentages. Donc Donc c'est 20%, c'est l'épargne. c'est une règle, bon, comme tu dis, on peut la varier, mais si tu arrives à ça, c'est quand même un bon début. C'est-à-dire que, Ouais. faut pas, par rapport à tes revenus, avoir, des frais fixes qui dépassent, très largement les 50, parce que sinon tu vas te mettre un peu, dans une position délicate potentiellement. Voilà. Mais après, dans les grandes villes, c'est difficile. Tu vois, t'habites à Paris, Mmh. t'habites à Londres, 50%, bon, ça va peut-être être 60%. Mais après, on peut discuter. Il y a certaines choses où tu peux essayer de gagner un petit peu tous les mois, aller renégocier et du coup essayer de réduire un peu cette portion de ton budget. Très bien. Et ta deuxième catégorie, en fait, c'est tout de suite l'épargne. Et nous, on a tendance à se dire, ok, je gagne mon salaire, je dépense, je vais au resto, je pars en vacances, hein. À la fin du mois, je regarde combien j'ai sur mon compte. Plus rien, c'est pas grave, j'épargnerai le mois prochain. Mmh. Et en fait, c'est essayer de rapporter cette catégorie d'épargne au début du mois et te dire, là, c'est 20%, mais si tu n'as jamais épargné ta vie, ça va pas être 20%, ça va être 1%, 5%. C'est vraiment essayer de voir ce que tu peux te permettre. Et tout de suite, cet argent, tu essaies de le sortir de ton compte. Donc, il part sur un compte d'épargne, il part sur un compte d'investissement, il part sur un plan retraite, ce que tu veux. Mais c'est plus de l'argent, en fait, que tu vas pouvoir dépenser. Sachant que tu peux le faire automatiquement la plupart Bien du temps. sûr. Des Et c'est virements, plus facile. sur un PEA, un PEL, un P je sais pas Voilà. quoi, ce que tu veux, un compte sur, certains de mes partenaires, que j'adore et puis, ça part tout seul ou c'est prélevé selon certains et puis en l'occurrence, ça tu sais que c'est ton épargne au moins, la case est cochée. Idéalement, si tu as tes 20%, c'est vrai que c'est bien, hein, si quand C'est sur bien, sur et les surtout ouais. si tu avais déjà un peu d'épargne, tu vois, salariale et tout, non, c'est super, mais peut-être que pour toi c'est 10%, mais
c'est vraiment se dire, OK, c'est ma priorité tous les mois. Il y a de l'argent qui doit partir et en fait, dans ces 20%, ça va aller couvrir ton fonds de précaution, ton épargne de précaution, ton emergency fund, et ça va aller aussi remplir ces petites cases qui sont OK, mes objectifs court terme, je veux partir en vacances à Noël, moyen terme, peut-être que je veux acheter une maison, et long terme, ma retraite. Et essayer Donc, de donc ces mettre dans objectifs, ces ils sont cases-là. d'accord. Donc ces objectifs, ils sont dans les 20%. Dans ces 20%, Voilà. c'est-à-dire mes vacances annuelles, je les mets typiquement dans ces 20%. C'est considéré comme une épargne, mais court terme, c'est ça? Voilà, tu peux le mettre. Moi, je trouve ça plus facile de voir l'épargne en un bloc. En gros, c'est Hmm. juste de l'argent que je vais pas épargner maintenant. Ça va être pour moi dans le futur. Et du coup, ça va être pour ma sécurité financière, pour aller faire des trucs sympas, mais aussi pour ma retraite. Donc, idéalement, après, on va parler de retraite un petit peu, comment savoir de combien on a besoin en fait. Hmm. Mais voilà, c'est un peu cette catégorie. Et après, du coup, une fois que t'as tes 50%, tes 20%, il te reste 30%. Et ça, c'est l'argent qui te reste sur ton compte pendant tout le mois. Et là, c'est un peu ton lifestyle fund. Donc, c'est un peu pour voilà, tes envies, tes Uber, tes Deliveroo, voir des potes, des trucs impulsifs, vraiment ce que tu veux. Mais tu dis qu'au moins, à la fin du mois, tu es à zéro. Mais tu as alloué ton argent, en fait, dans ces différentes catégories. Ce que Et j'appelle le guilt-free money. Donc, voilà, soit exactement. tu te sens pas coupable de le dépenser, c'est vraiment l'argent de poche. Tout le reste, c'est voilà. Mais donc, quand tu as bien budgété tout ça, finalement, tu étais 50, t'es 20. Alors moi, j'ai peut-être une tendance à être plus hard. Je dois être trop dur avec moi-même, mais je pense que mon guilt-free money, il représente moins de 30% de ce que je gagne, hein, je pense. Mais en l'occurrence, j'essaie peut-être de me faire plus plaisir sur mes vacances et les choses annuelles. Donc, dans l'épargne court terme, je pense que je mets un peu plus, à mon avis. Ouais, après, tu vois, c'est vraiment des pourcentages perso. Et pour essayer, en fait, la première fois, c'est très dur d'appliquer ces pourcentages. Donc, comment tu peux faire, en fait, c'est aller imprimer ou aller voir en ligne 3 mois de tes comptes en banque. Et vraiment, là, avec un stabilo, un crayon, aller regarder, OK, quels sont mes frais fixes? Ça. Quels sont mon épargne? Où est-ce que j'ai envoyé mon argent? Lifestyle, combien j'ai dépensé? Là, tu peux être un peu surpris de voir combien tu as dépensé en Deliveroo ou un truc comme ça, en Amazon, je te donne des exemples. Et donc voilà, basé là-dessus, quels sont mes pourcentages aujourd'hui et qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux un peu bouger mes curseurs? Quelles sont les dépenses que je peux réduire? Donc il y a des petits trucs où tu peux épargner de l'argent, mais il y a aussi des choses volontairement où tu vas te dire, en fait, ça c'est ridicule, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent là-dedans, je vais pouvoir réduire un petit peu ça va me permettre de rajouter un peu dans mon épargne. En fait, le but, c'est vraiment quand même que tu arrives à couvrir ta catégorie d'épargne. Ce qui est super là-dedans, c'est que je prends des projets vraiment de chacun. J'ai parlé de vacances, mais ça peut être tout, quoi. Je sais pas, moi, j'aime le triathlon et les vélos, tu vois. Et ben, je veux me racheter un nouveau vélo. Je me dis, je sais que ouais, ça coûte cher un vélo, tu sais. Et du coup, tu dis, je veux mettre 3 000, 4 000 euros dans un vélo de course. Je peux me dire, je l'achète, je le prévois pour dans 2 ans, quoi. Et puis dans 2 ans, en Ouais, fait, 3 000 euros, tu divises par 12 fois 2, enfin c'est un peu plus de 100 euros par mois. Alors c'est beaucoup, mais c'est possible. Ou tu peux te dire dans 3, dans 4 ans, enfin voilà. Et donc plus la revente de l'autre. Enfin, donc tu peux vraiment dedans mettre des cases. La difficulté que je peux voir là-dedans, c'est plus que dans ces 20% d'épargne ou 30% d'épargne que tu vas avoir. euh, il faut réussir à mettre tu sais, ces cases parce qu'en fait, à un moment, une fois qu'à la fin de l'année, j'ai mis, je sais pas moi, 5 000, 10 000, peu importe selon ton, voilà, de côté, et ben, tu vois, je vais me dire, bon, attends, je vais avoir une tendance à potentiellement vouloir pas tout cramer, mais me dire, que quand même les vacances, j'ai envie de me faire plaisir, etc. Donc moi, ce que j'aime bien, je sais pas si c'est possible, mais c'est avoir des petites cases pour tout, pour me dire, ok, ça c'est l'argent, tu vois, qui est mis de côté vraiment pour mes vacances, vacances. Ça, c'est pour mon ouais. vélo. Ça, c'est pour tel projet autre, comme, je sais pas, acheter un appartement, etc. C'est facile à faire, c'est possible aujourd'hui. Il y a des outils qui le permettent. C'est carrément possible et c'est d'ailleurs mieux que de garder tout cet argent sur un compte. Donc tu peux dire, tu vois, mon épargne de sécurité, bon ça c'est peut-être mon livret A, mais après tu peux ouvrir des comptes beaucoup plus spécifiques, des comptes d'épargne
et je sais qu'ici, tu peux même leur donner un nom. Donc, tu vois, tu peux Mmh. avoir un compte qui va être ton compte vacances en, je sais pas, Tanzanie, tu vois. Donc, vraiment des trucs super, super spécifiques. Et comme ça, en fait, quand tu fais ta distribution, et en plus, tu peux automatiser tout ça. Donc, directement, ça va dans la bonne case. Et ce que tu mets pour Mmh. ta retraite, en plus, en général, tu peux pas sortir l'argent si facilement, c'est bloqué. Donc ça, tu sais que c'est pour le long terme. Mais c'est vraiment, en fait, la première fois où tu t'assois pour faire cet exercice, tu écris ta distribution, donc tu mets tes 5, peut-être que tu as 5 comptes différents qui ont des horizons aussi différents. Il y en a où il va y avoir peut-être plus d'intérêt parce que l'argent est bloqué plus longtemps. Et en plus, tout ce qui est court terme, donc ce que tu vas avoir besoin entre maintenant et d'ici 5 ans, c'est de l'argent que tu vas vouloir garder en liquide en général. Mmh. Donc tu vas accepter un taux d'intérêt plus bas. Mais par contre, quand on pense plus long terme, des objectifs à 10 ans, à 20 ans, je sais pas, tu voudras peut-être monter une boîte, tu as un projet incroyable, ta retraite, là tu vas investir. Donc en plus, si tu veux, les comptes vont pas être les mêmes. Donc c'est pas comme si tu avais un seul compte d'épargne, mais tu peux Mmh. aussi avoir plusieurs comptes. Et après, tu disais, tu vois, moi j'ai essayé de nettoyer un peu, de pas avoir trop de comptes et tout. C'est vrai que si tu as des comptes que tu n'utilises pas, il vaut mieux les fermer. Mais maintenant, tu as des apps des agrégateurs qui vont te permettre de voir aussi tous tes comptes au même endroit. Donc ça, tu peux soit les vérifier quand tu fais tu vois, ton calcul de richesse tous les 3 mois. Mais voilà, essayer de garder un œil sur tous ces trucs-là. Oui, en effet, alors tu as des applications comme Bankin et tout qui te permettent de faire ça et puis après tu as des outils et j'avais reçu aussi Mounir, de Finari, qui permet vraiment de tout connecter et d'avoir un œil en direct, te faire économiser. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas se poser tous les 3 mois, mais où en fait tu pas besoin d'aller te connecter partout sur chaque compte pour voir exactement, et ton patrimoine et ton épargne et comment tu as avancé, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que il y a encore même quelques années en arrière, c'était pas, complètement possible. Donc ce qui est difficile là-dessus, c'est bon, de se poser au début et de bien faire ton budget. Ensuite, il y a notamment cette partie, donc c'est 20-30% qu'il faut bien gérer parce que dedans, à l'intérieur de cette épargne, il y a des choses qu'il faut euh, garder sur le long terme et donc il faut être capable de bien répartir et d'automatiser une partie autant que possible pour être capable de se dire je peux débloquer ça, mes vacances qui sont 2 fois par an ou mon vélo qui est une fois tous les 3-4 ans. Et enfin, tu as bon, le cash dispo, c'est le guilt free money là, donc on a dit pour dépenser, ça c'est le plus simple, hein, de toute façon il fait que sortir. Mais donc sur cette toute première partie de ton, on va dire ton quotidien, c'est 50%. Ouais. Est-ce que tu peux avoir de l'impact? Est-ce que je peux faire plus pour moins? Est-ce que je peux comment parce qu'en plus c'est pareil, c'est mouvant ça. C'est-à-dire que au début tu es tout seul, après tu es à deux, tu as un loyer peut-être plus important mais que tu payes voilà. Après potentiellement de temps en temps tu es à trois, etc. Tout ça change. Et t'as quand même tendance à laisser filer plein de choses là-dedans. Enfin, je prends des trucs un peu cons, mais tu vas t'abonner à Netflix, puis tu vas te mettre Ouais. Amazon Prime parce que tu te dis machin, puis en fait tu vas te rajouter un petit Spotify et un petit truc, et puis à la fin en fait, sans avoir fait trop attention, t'as 150 euros de. Alors si tu rajoutes l'abonnement téléphonique et tout, enfin ça part dans tous les sens et cette partie grossit, elle se réduit rarement, hein. Non, ça, complètement d'accord avec toi et ça, tu peux t'en rendre compte, en fait, que si tu vas voir dans tes comptes, parce que sinon tu as pas forcément de surprise et en plus, c'est des petits montants, tu vois? Tu as Amazon, tu as Netflix, en fait, ça part assez vite. Hmm. Mais donc ça, c'est tout ce qui est en fait tous tes abonnements et ça peut être des abonnements à des magazines, des salles de sport. Peut-être que tu as payé ta salle de sport toute l'année dernière pendant les confinements, tu t'en es pas rendu compte alors que tu n'y as pas été une seule fois, tu vois. Hmm. Et parce que tu as eu la flemme d'annuler, tu as oublié. Donc ça, c'est des petits trucs, mais à coût de 15 euros, 30 euros, en fait, ça peut aller jusqu'à peut-être, tu vois, 100 euros par mois. Bah, il serait quand même mieux dans ton compte pour t'acheter ton vélo ou investi dans les marchés financiers et pouvoir l'utiliser plus tard. Et après, au-delà de ça aussi, quand tu vas regarder tes frais fixes et tu trouves qu'ils sont un peu élevés, même tous les ans, c'est quand même bien d'aller voir tes assurances, tes mutuelles, tes frais bancaires. Est-ce que je peux trouver mieux ailleurs? Est-ce Hmm. que je peux aller renégocier? Tout ça, c'est des prélèvements automatiques, donc tu as tendance à pas regarder. Si on t'envoie des factures, tu les ouvres, tu les mets dans ton classeur, ou tu les ouvres pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens Hmm. qui n'ouvrent pas ou qui regardent même pas on en parlait justement à la préparation, que c'est important d'aller aussi regarder son compte en banque, Hmm. de Moi, je l'ouvrir les tous ouvre, les mais matins. je Ouais. les ouvre, mais je les archive directement. Oui, en effet. En particulier quand tu nous envoies par papier, ça me. C'est Mais en stressant. effet, et c'est vrai. Mais tout ça se renégocie. En fait, moi,
ma problématique avec tout ça, c'est que j'ai l'impression que c'est des économies de bout de chandelle, tu vois, d'aller repasser le temps, enfin rappeler mon banquier pour lui dire je vais en négocier ça, ça me saoule, tu Mais vois, tu le big fais, time. tu t'es pas obligé de le faire tous les mois, tu vois? C'est vraiment un Non, truc, tu le fais une fois une fois par an, c'est peut-être ta résolution de ouais, janvier, mais si tu arrives à te dire, tu vois, 100, 200 € par mois, bon, bah, sur l'année, ça fait quand même un pactole. Voilà, bah, grâce mmh, à ça, c'est mon objectif financier. Donc moi, j'essaie de le voir en: «OK, quel est mon coût d'opportunité, en fait, de pas le faire et où est-ce que pourrait aller l'argent?» Et en fait, moi, ma motivation première, c'est surtout l'investissement parce que c'est un truc que j'adore aussi. Mais te dire que tu as, 100 € de plus, 200 € de plus par mois, que tu peux aller placer dans les marchés financiers, soit à long terme parce que tu en as besoin pour ta retraite, ou justement aller t'amuser avec, des cryptos sur des plateformes mmh. d'investissement, tu vois, sur des petits montants. Et Ça, concrètement, tu ça, l'as je trouve fait? ouais, je l'ai fait. Pardon, tu l'as fait toi et où est-ce qu'il y a le plus d'impact alors? Sur Donc, quel, juste des exemples à ce que j'ai fait récemment, internet et mon téléphone mobile. Donc mmh ça, c'était, quasiment 100 € par mois. Bam, directement, je me suis pas posé la question, j'ai changé. Tu as plein de comparateurs en ligne et ça va être mmh pareil aussi, maintenant qu'ils ont ouvert les marchés, tu sais, électricité, gaz à la concurrence, je pense depuis, en France, ça doit être depuis 2007, un truc comme ça. Tu as plein de nouveaux, providers, de nouveaux fournisseurs, mais en fait, les gens osent pas vraiment aller voir, mais ça peut vraiment te coûter moins cher, c'est pas forcément avec un engagement. Donc tu peux aussi aller changer ça. Donc c'est en faisant tous ces petits, tu vois, tous ces petits efforts que tu peux arriver à un pactole, un peu plus grand. Et ouais, c'est pas marrant, mais comme le budget, c'est pas marrant, mais en fait, une fois que tu es en contrôle de ça, tu l'as fait, tu sais que ça vient tous les ans, bah super, tu vois, tu le fais. Et si, mh. tu as quelqu'un qui peut t'aider pour le faire, go for it. Surtout qu'on est un peu traumatisé de l'avoir fait avant, quand on est, alors moi je suis peut-être un peu plus vieux que toi, j'en sais rien, mais avant c'était toutes les lettres recommandées et tout, c'était vraiment quand même un enfer. Aujourd'hui quand même, pour l'avoir fait sur l'électricité, et alors pour des raisons, autant d'ailleurs économiques que, électricité, gaz, enfin toute l'énergie chez moi, économique que même, green en fait, bah, tu te rends compte que quand tu vas t'inscrire quelque part, mais c'est pareil chez ton fournisseur enfin, internet, mobile, ils vont eux-mêmes organiser ta désinscription ailleurs. Et en plus, tu as quasiment toujours un welcome bonus. Ouais. Donc du coup, si tu changes tous les ans, finalement, je pense que tu peux avoir un welcome bonus tous les ans, quoi. Voilà, donc après tu peux aussi pousser l'exercice encore plus loin, aller changer tes comptes, essayer de trouver un meilleur taux de rendement. Voilà. Après, il faut savoir combien de temps tu es capable d'y passer, mais je pense que ça quand même, aller regarder ses factures, ses prélèvements directs et tout le monde est capable de le faire. Et vraiment, si tu vois que tu es un peu short à la fin du mois, que tu te dis: «Je peux pas épargner, je peux pas épargner», bah, peut-être que c'est ça qui va déclencher, tu vois, le fait que, bah, oui, il y a un peu d'argent qui va partir sur tes autres comptes. Sachant que, des choses que j'ai pu lire et écouter, un peu partout, je vais prendre un exemple, mais qui est peut-être pas complètement à côté de la plaque. Si tu te dis que, Heu, j'arrondis, hein, mais que sur ton téléphone, tu peux économiser 10 € par mois. Sur internet, tu peux économiser 10 € par mois. Sur ton électricité et ton gaz, peut-être, les mettons les 2, 10 chacun ou 10, voilà, plus, 1 ou 2 autres abonnements que tu utilises plus et cetera. Là, je cumule, je suis à 50 € par mois. Si tu mets 50 € par mois, que tu fais 12 mois, ça fait 600 € par an. Hem, si je si je me suis bien renseigné et que je comprends bien, cette somme, une fois bien placée, si c'est ça que enfin, que tu veux faire, si c'est pas pour le dépenser, à la fin de ta vie, c'est un truc qui peut, tes 600 € être devenus, littéralement, des dizaines de milliers, quoi, hein. Ouais. Ça va très vite, hein. Ça va super vite. Tu vois, tu investis dans les marchés, je sais pas, tu vois, 8%, allez, peut-être non, on va dire 5% si vraiment, tu vois? Ça, tous les ans, après tu commences à avoir peut-être des dividendes, tu commences à avoir des rendements de tes investissements. Voilà, après c'est ce que tu en fais. C'est sûr que si tu vas aller le dépenser ailleurs, ça sert peut-être à rien de le faire. Ça Mais sert au moins à avoir un style de vie plus élevé, enfin un voilà, rythme de vie plus élevé, c'est déjà ouais. ça, mais ouais. OK, mais toi tu crois que c'est pas impossible d'économiser 50 € par mois? Enfin, c'est même potentiellement assez facile en cumulant tout ça, quoi. Si tu le C'est fais, assez facile et je pense que ouais. tu dois le faire régulièrement et c'est plutôt de la discipline et en fait, en le faisant, tu es quand même assez content de l'avoir fait, tu vois? C'est assez Mmh. satisfaisant, tu as fait un truc pour tes finances. Pareil, quand tu as fait ton budget, la première fois, ça va être la galère, tu pas envie de le faire. Mais en fait, après, quand la roue tourne un peu mieux,
T'es quand même content d'aller checker, tu vois, mettre un petit tic, je l'ai fait, ça marche, je sais où j'en suis, j'ai pas de panique si quelque chose m'arrive le mois prochain. Je peux partir en vacances tranquille. Si je suis en vacances, j'ai un truc, j'ai envie de dépenser plus d'argent, j'ai une soirée, j'ai un mariage, j'ai un truc. Ok, j'y vais. Je sais que je peux le faire, tu vois. Donc c'est plus savoir se dire, ouais, j'ai la sécurité, j'ai la compréhension en fait de mes finances et je vais pas stresser si quelque chose m'arrive demain. La difficulté, c'est que, en fait, je te parlais d'économie de bout de chandelle, mais c'est que là où tu peux avoir de l'impact. Parce que sur les gros postes, je veux dire, ton loyer, généralement, tu peux pas les renégocier. C'est pas si simple. Il a plutôt une Ouais, tendance à la hausse qu'à la baisse. sinon, c'est déménager, changer Ouais. complètement le lifestyle. Enfin, c'est complètement différent. C'est un Et, objectif en soi et du coup, ça, c'est et peut-être plus pareil compliqué pour à tes mettre en courses, place. quoi. Si tu veux pas passer à un mode totalement Lidl ou Ouais. je sais pas, sur que des courses cheap, finalement, manger des pâtes tous les jours, ça marche, hein, euh, mais en effet, ça change radicalement ta vie. Ouais. Et après, là où tu peux aussi gagner, si on regarde, donc ça, c'était un peu plus mes frais fixes sur les habitudes de consommation. En fait, ça, c'est un truc où on a tendance à pas vraiment se remettre en question. Clairement. Parce que, et on parlait aussi tu vois, le lifestyle creep, et en français, je regardais, ils appellent ça inflation du style de vie. C'est que plus tu gagnes, plus tu vas avoir tendance à dépenser. Ce qui est ok, parce que forcément, tu gagnes plus, tu te dis, bah ouais, voilà, je l'ai mérité, je veux une plus grande maison, je veux m'acheter ça, il y a des trucs que je voulais depuis super longtemps. Mais il faut pas tomber non plus dans cette espèce de cercle vicieux où du coup, ben, tu vas avoir besoin d'encore plus d'argent pour, tu vois, avoir un lifestyle encore plus élevé et en fait où tu vas à un moment te retrouver bloqué, où tu te dis, je peux plus changer de job, je peux plus changer d'industrie, et aussi, bon bah maintenant je gagne bien ma vie, je vais acheter que des marques, je vais plus aller, tu vois, faire les soldes, je vais acheter que des trucs neufs, je vais offrir à mes enfants tous les jouets qu'ils veulent. Donc c'est un peu repenser tes habitudes de consommation et dire quelle est la limite pour moi, quelles sont mes valeurs, comment je dépense mon argent et un peu détacher ça de, tu vois, de combien tu gagnes. Parce qu'en fait, ok, ta vie est plus chère, tu dépenses plus d'argent, c'est parfait, mais il faut aussi te dire à ce moment-là, j'ai bien gardé mes 20% ou plus. Et Mmh. j'ai autant d'argent proportionnellement qui va partir dans mes savings parce que quand je vais être à la retraite, du coup, je peux pas me permettre à ce moment-là de me dire, ah bah, je vais revenir à ma vie d'étudiant parce que j'ai pas mis assez de côté et ma vie est devenue de plus en plus chère. Donc ça, le lifestyle creep, c'est un exemple, mais aussi, C'est très pardon, je te pose là-dessus, hein. Garde le point, tu allais passer à autre chose, mais sur le lifestyle creep, donc cette espèce d'endroit où on s'enferme un peu, c'est très compliqué de pas s'y enfermer aussi parce que, je veux dire, si je prends un grand écart, mais si à 40 ans, tu apportes chez tes potes le même vin que tu apportais quand tu avais 18 ans, c'est-à-dire une bouteille à 4 balles de chez un Monoprix, cubi. voilà, bah, tu vois, enfin, c'est compliqué. Alors, et la problématique, c'est qu'en effet, les uns, les autres, tout le monde, en grandissant, s'apporte du vin de mieux en mieux, ou des fleurs, ou du vin et des fleurs et des chocolats. Et voilà. Alors c'est pas une compète, ça devient aussi une norme, tu vois. Et c'est pas facile d'en sortir non plus. C'est pas facile et ça, tu vois, moi je suis carrément pour ouais, s'acheter du bon vin, des trucs que t'aimes et tout, mais parfois réfléchir un peu à bah, pourquoi tu t'es acheté, tu vois, t'avais un appareil photo de dingue, tu t'en sers pas, mais il y en a un nouveau qui sort, tu vas t'en racheter un qui est encore Mmh. plus cher parce qu'il faut l'avoir. Et ça, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Avec maintenant le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, à se comparer aux autres, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est te dire bah oui, il faut que je sois au moins comme les autres. Tiens, mes potes ont acheté une maison et pourquoi, comment ils ont Oui, même fait. chose sur le téléphone. Le téléphone est Ouais, devenu le smartphone. Euh, Moi, j'ai gardé un smartphone pendant 4 ans. Je crois que les gens autour de moi se disaient mais qu'est-ce qu'il faut avec cette espèce de vestige du passé, et voilà. Mais en effet, tu vois, des smartphones en plus, et pareil, tu as des smartphones à 1 200 € et t'en as des tout aussi bons à 400, souvent, généralement. Donc faut être capable là-dessus de pas se dire je veux toujours le dernier, quoi. ouais, et ça, c'est un peu penser aussi à, tu vois, quelles sont tes valeurs. On est à un moment où il faut arrêter de surconsommer. On l'a tous fait. C'est pas parce que tu peux te le permettre que tu dois le faire. Donc, du coup, moi, une de mes habitudes financières aussi, c'est d'aller éviter, si je peux, d'acheter du neuf, par exemple. Donc, est-ce que tu peux aller acheter, bah, tu vois, bon, il y a des trucs vintage, bien sûr, mais tu vois, eBay, toutes ces plateformes, en Back fait, tu peux market, ouais, trouver, ouais. voilà, tu peux Mm. trouver tout ce que tu veux et il y aura même des produits neufs.
Mais si tu veux, ça va t'éviter aussi de reproduire autre chose. Donc ça, c'est un peu un truc perso, tu vois, un peu de sustainability et tout. Et ça, je pense que c'est super intéressant d'intégrer dans tes finances. C'est peut-être une autre motivation aussi pour le faire. C'est une façon d'épargner de l'argent parce que peut-être que ça va te coûter moins cher et de dépenser aussi, dépenser différemment. Et même toi, regarder chez toi, quels sont tous les trucs que j'utilise pas? Est-ce que je peux les donner? Est-ce que je peux les vendre? Est-ce qu'ils peuvent avoir une deuxième vie? Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Si j'ai besoin d'argent, bah, peut-être que je les vends et tu vois, ça me fait un petit complément. Moi, l'année dernière, c'était un peu en test pour Vestpod. Je me suis dit, allez, je vais aller sur eBay vendre, tu vois, des affaires, des trucs que j'ai achetés il y a longtemps. Bon, bah, tu vois, 500 pounds par mois, ça, tu peux directement aller le mettre, encore une fois, tu vois, dans des investissements. Mais ça prend du temps, il faut avoir la motivation de le faire et repenser, je pense vraiment, ses habitudes de consommation. Mais pour faire ça, il faut s'arrêter, se dire, OK, pour moi, qu'est-ce qui compte vraiment? Mes valeurs, c'est quoi? J'aime dépenser mon argent où? Si tu aimes dépenser ton argent, tu vois, dans ton vélo, dans tes vacances, mais tu regardes tes comptes en banque et tu vois que tout ton argent va aller, je sais pas, dans des restos, dans des high street shops, tu vois, dans les Zara, les machins comme ça, bah, c'est pas vraiment en ligne, en fait, avec tes valeurs. Donc, est-ce qu'à un moment, tu vois, Juste on que ça a parle de fuité, est-ce que ouais. l'argent te rend heureux ou pas? Bah, c'est peut-être pas combien d'argent tu as. Bien sûr, il y a un minimum, tu vois, on va pas se le cacher, mais essayer de le dépenser en ligne avec tes valeurs et je pense que ça fait une grosse différence aussi. Je note énormément de choses. C'est passionnant, Émilie. Merci de partager tout ça. Et c'est vrai que, tu vois, même en n'ayant pas beaucoup, tu le disais tout à l'heure, mais c'est les habitudes qui sont importantes. Et en effet, là, dans tout ce que tu dis, alors je vois, hein, il y a en France, je sais pas si ça marche, je crois que c'est estonien, si ça existe en Angleterre, un site qui s'appelle Vinted, pour vendre notamment, particulièrement les vêtements, etc. Et tu vois en fait que enfin, c'est hallucinant. Alors même si tu les vends pour souvent 20% du prix d'achat, ben quand tu le cumules, voilà. Ce qui est à noter aussi, c'est que souvent quand tu as des choses que tu utilises pas ou peu, elles ont un coût marginal en plus. Alors notamment en particulier dès que c'est l'électroménager, mais Ouais. ça peut être aussi alors le fameux symbole de la voiture, hein, ça dépend des endroits, mais pour les grands urbains, la voiture est devenue quand même très largement un luxe parce que en fait stationnement, Assurance. entretien, assurance, échange, etc., etc. Faut juste assumer un moment que si tu as une voiture euh, c'est mon cas en l'occurrence. J'assume aujourd'hui que c'est un luxe que je m'offre, mais pas une nécessité, tu Mmh. vois. Et en effet, c'est un luxe ultra coûteux hein, en vrai, quoi. Quand c'est pas ton moyen de locomotion à proprement parler. Voilà et après tu choisis, tu vois? Tu choisis tes batailles. Tu peux pas être, le parfait et tu vois, moi, je parle d'argent toute la journée, je me suis encore vue et ça, c'est un autre truc dont je voulais parler, c'est un peu tous ces achats impulsifs, Mmh. et c'est ça qui a tendance à vraiment plomber tes finances et plomber ton budget. C'est en fait des petits achats que tu vois pas forcément passer, et je te dis, 20 €, 10 €. Le meilleur exemple, c'est peut-être Amazon Prime. Déjà, ton abonnement Amazon Prime, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que d'aller payer Amazon pour qu'il te livre un truc le lendemain, tu veux absolument? Est-ce qu'il y a vraiment, t'en as absolument besoin de l'avoir demain? Et en fait, on a été habitué à ça. Donc maintenant, on veut tout tout de suite. Tu vois, tu Je sais regardes, pas tu vas combien sur c'est. un Je sais même site. pas. Je suis sur Amazon Prime. Tu En vois, je sais même France, pas combien ça en coûte France, je crois que c'est, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense que c'est genre 5 €, un truc comme ça. par mois. Euh, ouais, 5 € par mois. Tu vois, j'en avais aucune idée. Je croyais que c'était 20 balles par an. Mais Donc tu vois, je si vais tu vérifier ça. Ouais, Ouais, je sais qu'ici, moi, je crois que je payais quasiment 70 pounds par an. ouais, C'est ouais, cher. ouais. Ouais, Et c'est cher. Ouais. en plus, ça nourrit un peu la machine, tu vois, d'Amazon, du tout de suite. Donc ça encore, ça revient à plutôt des habitudes de consommation. Mais tu vois, dans les confinements, c'était tout le monde était online pour faire son shopping. C'était le truc super excitant. Moi, je vois le livreur arriver. T'as tous les enfants qui courent à la porte. Voilà, c'était un peu, tu vois, l'excitation de la journée. Toi, t'as acheté un livre. Le lendemain, t'as acheté, je sais, les gens me disaient, j'achète des bougies. En fait, c'est pas comme si tu allais t'acheter un canapé, un gros truc qui va vraiment toucher ton budget, Mmh. parce que ça, en général, tu l'as un peu prévu, tu avais épargné.
Là, c'est des tout petits trucs, mais tu vois, à coût de 10 €, 20 € par jour. Je te dis pas, tu vois, d'arrêter d'aller prendre ton Starbucks le matin si tu as envie, c'est pas ça, mais c'est aller regarder dans ces petits trucs-là. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu peux justement arrêter cet abonnement Mmh. et te dire: «Bon, bah, je vais aller moins souvent, je vais peut-être aller, tu vois, à la librairie», voilà. Alors moi, je vais te mettre 2 points, mais c'est là où c'est intéressant et de gros désaccords avec toi, tu vois, pour rentrer dans le débat. C'est que, alors tu as dit non, je pense que tu seras d'accord sur ce point, en l'occurrence, c'est pas un désaccord, mais tu as dit, par exemple, ce livre, que tu as acheté et cetera. Il y a un endroit, moi, là, vraiment, je le recommande à tout le monde, mais sur lequel je regarde pas, c'est les livres, quoi. Si je veux un livre et que je veux commencer à le lire, même si je suis en train d'en lire un autre et à la limite, même si je le lirai jamais, mais pour plein de raisons, mais c'est que le livre, c'est de la connaissance, du savoir, de l'évasion, c'est plein de choses, tu vois, selon. Et donc, du coup, un livre, je me dis jamais c'est trop cher parce que, en plus, ça rémunère quelqu'un qui fait des efforts, qui fait avancer généralement un peu l'humanité, au moins, l'intellect, la culture, encore une fois, etc. Donc, ça, je regarde pas. En revanche, le Starbucks, non, quoi. Ça m'arrive d'acheter un Starbucks. J'ai eu un moment où j'allais trop au Starbucks. Il y a 6 balles le café, c'est pas possible. Je veux C'est dire, vrai qu'en je vois France, des, c'est super mais, cher. mais tu vois, je voyais des gens à chaque fois que j'y allais dans ce Starbucks qui était, non mais en plus je trouve ça très bien. Je suis rien contre Starbucks, hein, mais dans ce Starbucks qui était, je vais dire une connerie, rue des Petits Carreaux, quelque chose comme ça. Et j'y allais peut-être une fois par semaine et c'était souvent à peu près au même moment. Et j'y voyais exactement toutes les mêmes personnes. Et quand ils arrivaient, c'était bonjour Caroline, salut Fred, tu vois. Et les serveurs, enfin, les connaissaient, c'est vraiment leur truc. Et je me dis mais attends, ils viennent là tous les jours. Et là, tu fais le calcul et tu te dis attends, 6 € par jour, fois 5 jours par semaine, peut-être qu'ils y vont même le week-end, j'en sais rien. Et là, tu te dis mais le budget Starbucks est monstrueux, quoi. C'est un peu, Ouais. c'est un peu comme les Au lieu clubs, de quoi. dire, Starbucks, j'aurais dû dire ton petit, local, ton café Café, local, indépendant, enfin là où tu voilà. vas. Mais en gros, si vraiment tu aimes bien, le mec est sympa, tu y vas, voilà, tu dépenses, tu dépenses tes 5 €, tu es content. Mais en fait, c'est un peu, tu vois, toutes ces je suis pour les livres, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais c'est toutes ces habitudes et je me suis retrouvée avec des piles de livres et c'était un peu, que je n'ai pas lu, bien sûr. Mmh. Mais voilà, tu vois, chacun a son truc, et ça peut être, tu vois, aller t'acheter, je sais pas, des tops, des chemises, des fringues en pensant que tu en as besoin et puis en fait, tu te retrouves avec des placards qui explosent, bah, c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu peux peut-être aller les revendre du coup. Tu les as achetés, c'est Mmh. pas grave, va les revendre, et Moi, essayer de penser, je pourrais pousser, je le fais pas, hein, honnêtement, mais j'en connais qui l'ont fait, pousser à aller jusqu'à ton fichier Excel du budget et le faire sur tes fringues. J'ai besoin de 12 t-shirts. Donc, quand j'en achète 2, j'en vire 2, tu vois, et X paires de chaussures et en fait, avoir toujours le même truc. Parce qu'en fait, tu veux toujours, finalement, c'est toujours cool une paire de chaussures en plus, c'est toujours cool un pantalon en super plus, mais en cool. fait, il n'y a pas de limite. Et donc, du coup, si tu te dis, je dois m'en séparer d'un, déjà, c'est dur parce qu'il y a trop de choses dont tu n'as pas envie de te séparer. Et donc, du coup, tu arbitres mieux, quoi, potentiellement. Très bien. Écoute, c'est passionnant cet échange. T'as d'autres. J'ai oublié quelques recos que tu pourrais avoir dans la manière dont tu gères ton argent ou que tu recommandes à Un ta autre truc pour moi communauté. qui est important et c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de parler d'argent, en fait. Mmh. On peut être d'accord, pas d'accord, on a tous nos habitudes de consommation, on a beaucoup de préjugés, on vient tous de milieux différents, donc en fait, on va avoir une vision complètement différente, mais c'est commencer à avoir ces conversations et c'est très dur de parler de, tu vois, de richesse, de salaire, donc c'est en fait commencer par ces petites conversations autour de: «Comment est-ce que tu as pas quelques trucs pour gagner un peu plus d'argent ce mois-ci? Toi, tu fais comment, pour partir en vacances, là-bas? Est-ce que tu vends tes affaires? Est-ce que tu achètes où? Est-ce que» donc voilà, un peu des petites habitudes de consommation pour ouvrir la discussion. Donc ça, c'est super important de le faire à la maison avec son Mmh. mari, sa femme, et même commencer avec ses enfants. Hem, Ça peut être de l'argent de poche, ça peut être autre chose, ça peut être des systèmes de points. Il y a des Discuter en applis, fait hein, qui de fait ta qui chambre. Il y a permettent plein ça. d'applis, ouais, Ouais, tu as ouais, même pour les tes enfants, ouais. cartes, donc c'est les habituer. Enfin, en fait, c'est un sujet qui devrait être quand même abordé, beaucoup plus souvent. C'est quand même super central dans nos vies. Donc voilà, en parler, plus ouvertement et aussi avec ses amis, être un peu plus, conscient, on va dire, voilà, des autres, de leurs ressources financières, surtout quand tu es assez tôt dans ta carrière, tu vois? Te dire, «Bon, bah, peut-être que j'ai des amis qui peuvent se permettre des trucs, pas moi». J'essaie de leur en parler, hem, voilà, donc que l'argent C'est ne devrait pas être le moteur, en fait, de toutes ces relations. Je suis complètement, aligné. Il y a là-dessus, en fait, en parler, ça permet
de décomplexer. Et en fait, ce que je trouve paradoxal là-dedans, tu sais, c'est un peu comme les routines qui ont une mauvaise presse, la rigueur de temps en temps un peu, parce que tu te dis, attends, tu vois, elle est où la Dolce Vita dans tout ça? Mais en fait, je pense que une fois que tout ça est bien géré et que tu passes pas trop de temps, que t'es pas obnubilé par tout ça, Non. mais que tu as tes 50, 20, etc. Moi, notamment, je suis assez partisan, et je sais pas si c'est personnel, mais de dire, par exemple, tes 30, ton guilt-free money, tu dois les dépenser jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire si tu te dis pour mes vacances, j'ai mis 2 000 € de côté ou 2 500, et ben en fait, il y a des moments où tu sais, tu es en vacances, puis tu vas te dire: «Ah bah tiens, je peux m'économiser ça ou je peux» et puis en fait, tu es à la fin, il te reste 2 jours et il te reste 300 €, mais fais-toi plaisir, tu vois? Essaye pas de en fait, tu as déjà mis de côté sur le reste, donc fais-toi plaisir et notamment, tu vois, je reprends ce guilt free money, mais tu peux avoir, hem, si tu l'as pas dépensé, tu le donnes quoi, tu vois? Enfin, à des associations, en France, si tu le fais bien, en plus, tu vas avoir des retours d'impôts, là, de la défiscalisation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est de se dire, en fait, une fois que tout ça est bien cadré, justement, je pense que ça peut complètement décomplexer, te décomplexer sur l'argent et te dire, attends, tout est bien cadré, il n'y a plus de stress, en fait. J'en ai parlé, je suis aligné avec tout ce que je fais, tout ce que j'ai. Et tout ça est bien cadré. Mais c'est pas facile de lâcher prise là-dessus une fois que tu as fait tout ça. C'est pas facile et tu as aussi là, on parle de comment, épargner, mettre de côté, réduire tes dépenses. Peut-être dépenser trop, mais tu as aussi beaucoup de gens qui n'osent pas dépenser, tu vois? Mmh. Qui ont peut-être les capacités, mais qui ont un peu des blocages à ce niveau-là et moi, j'ai parlé à beaucoup de femmes qui me disent: «Bah, en fait, j'ai vraiment j'avais pas d'argent, maintenant je commence à gagner de l'argent, mais c'est très dur pour moi de dépenser, j'ai peur de me retrouver, ruinée, de trop dépenser et tout» et en fait, revenir à ce budget, à un truc super rationnel, avoir un petit peu, bah, voilà, un petit pécule d'argent pour ça et ça, bah, du coup, ça va t'aider aussi à aller dépenser et peut-être te forcer à dépenser. Tu vois? Tu as eu, une augmentation au boulot, tu as peut-être eu un bonus, bon, bah, vas-y, tu vois? Va le dépenser et fais-toi plaisir, Et mais épargne aussi un petit peu. tu disais ça, mais oui, une fois que c'est bien organisé, tu parlais de fuel, c'est ça tout à l'heure, d'essence, enfin pour ta vie, etc. En l'occurrence, plus que l'argent en soi, c'est ce que ça te permet de faire. Si une fois que tu as bien organisé tout ça, ça te relaxe là-dessus, parce qu'en effet, moi je trouve ça presque pire je crois que je préférerais être dans le camp de ceux qui dépensent un peu trop que dans ceux Ouais. qui serrent tout le temps à fond en fait, parce que c'est un enfer potentiellement. Euh, pour revenir ou finir sur ce sujet, euh, on parle un peu, enfin toi tu es vraiment dans un sujet qui est assez genré aussi, et j'aimerais juste qu'on ouvre pour finir là-dessus sur les femmes et ce rapport et pourquoi c'est si important et quelles sont les différences que tu as pu noter. Moi, ma perception de tout ça, j'en ai parlé l'année dernière dans un ou deux épisodes, mais j'y suis très sensible parce que je pense que on n'a pas été éduqué à ça, mais euh, il y a un fort désintérêt au-delà de ça en plus des finances personnelles de la part de femmes. Quand on regarde les auditeurs de La Martingale, je pense qu'on est à moins de 40%, je crois que c'est même moins de 35% de femmes. Euh, et j'ai envie de me battre un peu contre ça, parce qu'en fait, justement, si je reviens sur cette notion d'essence de la vie, en fait, tu dois pas te mettre en dépendance, quoi. Et en fait, c'est clairement ce que tu fais en désintéressant de tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as compris, noté, comment on peut pousser là-dessus? Nous, ce qu'on essaye de faire, tu vois, c'est d'inviter plus de femmes sur La Martingale. Ça marche, hein, et depuis qu'on le fait, on a, je crois, plus d'auditrices. Mais comment je peux faire moi et comment peuvent faire nos auditrices pour peut-être prêcher la bonne parole, je sais pas. Écoute, je pense que c'est super déjà que tu invites plus de femmes. Pour moi, bien sûr, représentation, voir des femmes, écouter des femmes parler d'argent. Je pense on n'a pas la même relation à l'argent. Quand tu regardes un peu les études sur tout ce qui est conseil en patrimoine, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes attentes, par exemple, de leurs conseillers. Les femmes vont regarder, tu sais, tout ce qui était un peu plus goal setting, justement, être sûr, bah, cette sécurité financière, avoir assez d'argent pour mes enfants. Et les hommes vont plutôt tendance à regarder les produits financiers, quel va être leur rendement. Donc il y a aussi, en fait, les conversations, la façon dont l'industrie financière a été construite, plutôt, tu vois, par des hommes, qui peut être assez patronizing, donc qui prenaient un peu les femmes de haut. Et même, enfin ça, honnêtement, les femmes, on en a quand même toutes fait l'expérience, tu vois. Donc
une relation un peu plus difficile et distante avec le monde de la finance, en gros. Donc, c'est pour ça que les femmes s'y intéressent, mais en fait, elles veulent avoir une conversation un petit peu différente. Et après, il y a tous les problèmes structurels. Donc, pourquoi les femmes s'y intéressent moins? C'est parce qu'elles ont moins d'argent à investir, qu'elles investissent moins. Tu as un écart quand même au niveau des retraites. Les femmes ont des pensions, des retraites 42% moins importantes que celles des hommes. Ça vient du fait qu'il y a des écarts de salaire. Donc, en fait, combien tu mets dans ta retraite, ça va être lié à combien tu gagnes. Les femmes gagnent moins, Mhm. donc proportionnellement, il y a moins qui va dans leur retraite. On est toujours, enfin, en général, les femmes vont s'occuper des enfants, vont s'occuper peut-être des familles, elles vont peut-être arrêter de travailler quelques années. Donc ça va faire un écart énorme. Parce qu'on parlait de ce coût d'opportunité, tu vois, de pas épargner, pas investir. Si à 30 ans, j'ai des enfants, j'arrête de travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, même si c'est moins longtemps que ça, c'est de l'argent qui va pas être investi pour 30 ans, pour 40 ans. Donc ça va être énorme. En Angleterre, on a aussi des problèmes du prix du childcare, tu vois, tout ce qui est la crèche, les nounous, c'est super cher. Et ça, c'est pas forcément un coût qui va être partagé homme-femme, c'est plutôt la femme qui va regarder ça par rapport à son salaire et décider, ok, j'arrête de bosser, je m'occupe de mes enfants. Donc faire un choix, tu vois, financier sur des coûts comme ça. Donc ça, Donc ça veut dire que quand tout ça arrive, c'est pareil, tu disais tout à l'heure, le dialogue, faut en parler. C'est-à-dire que plutôt que de toi-même prendre sur ton salaire, si tu prends un peu plus de courses ou un peu plus de choses, etc., dire bah non, tu vois, budgétiser ensemble, en parler et se dire si j'arrête tant d'années, quel est mon cut dans notre revenu commun. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi, ce que tu dis. voilà, c'est un peu en proportion, si tu veux, de tes revenus, mais ça peut être des conversations qui sont assez difficiles. Si Hmm. tu les as pas eues au début de ta relation, tu vois, quand tu partais en voyage ensemble, machin, tu te maries, tu as des enfants. Voilà, donc vraiment continuer, tu vois, garder ce dialogue super ouvert parce que tu peux aussi avoir ici, on parle vachement, tu vois, de money mindset, ta psychologie autour de l'argent. Tu peux avoir des conceptions complètement différentes. Pour toi, Clairement. c'est important de dépenser de l'argent là-dedans, alors que pour ta femme ou ton mari, ça va être complètement l'opposé. Eux, ils adorent dépenser. Toi, t'es pas du tout habitué à dépenser. Donc voilà, essayer d'établir un peu un juste milieu. Et après, pour les femmes, tu as aussi, les femmes vivent plus longtemps. Donc, en fait, on se retrouve avec moins d'argent, on vit plus longtemps. Et donc, l'argent qu'on arrive à épargner, on se dit, OK, moi, je veux prendre du risque et tout, mais je veux quand même comprendre comment c'est investi. Et pour l'investissement, pour l'instant, les femmes vont y toucher beaucoup moins que les hommes. Le problème, c'est que si tu n'investis pas ton argent à long terme, voilà, t'as pas de croissance, t'as pas de rendement à long terme. Donc ça, c'est aussi difficile. Donc, c'est un peu changer le dialogue. Moi, en fait, avec Vespod, on a créé vraiment une communauté de femmes où, tu vois, t'as des cours de finance, t'apprends à investir et tout, mais tu vas aussi entendre des autres femmes de leur expérience. Et ça, je pense que le partage d'expérience est super important. Donc voilà, les femmes entre elles, allaient discuter d'investissement. Et ça, c'est un truc que je voyais, c'était assez choquant quand je bossais en finance à Canary Wharf. Tu vois, après le boulot, tu vois, les hommes et les jeunes allaient plutôt parler de leurs investissements, alors que nous, les femmes, on n'investissait pas, tu vois, on n'y touchait pas, on parlait d'autres choses. Donc, ils savaient Hmm. pas plus le faire que nous, mais ils avaient commencé, c'est super. Et s'ils faisaient tu vois, ils investissaient mal, ils perdaient de l'argent, c'est pas grave, tu vois, on était jeunes, pas de famille, et c'est comme ça qu'ils apprenaient. Et les femmes, on a tendance à commencer un peu plus tard. Ouais, et c'est tellement dur, mais tu vois, je reviens sur ce que tu disais, on n'en parle pas plus tôt quand on est plutôt dans le couple, etc. Mais bon, c'est sûr que quand tu es en vacances à Zanzibar, si tu commences à te dire, bon, alors comment on va faire plus tard pour... vas-y, t'es relou là. Donc bon, je t'aimais bien jusque-là, mais je sais pas si tu m'as... non, c'est passionnant, Non, Émilie, mais tu sais, vraiment. c'est quand tu planifies, je pense, planifier un voyage ensemble. Non, mais tu dis, voilà, on Ouais, va dépenser combien pendant ce voyage? Quelle ouais, est notre ouais, ouais. enveloppe? Après, peut-être que tu emménages ensemble, tu dis, bon, Ouais, qu'est-ce qu'on et met en puis, commun? Mais et puis, garder ses comptes aussi, tu vois, c'est super important. tu vois, moi, il y a des vraies questions. J'en ai parlé aussi sur un autre épisode que je recommande. Euh, L'épisode 67 avec Héloïse Boll, Oseille et compagnie. Elle est très spécialisée aussi sur les femmes. Amour et argent, comment faire bon ménage. Et tu vois, c'est de se dire, je reprends bon, là ce cas du voyage, mais si tu veux un voyage à deux, alors après, tu es au début d'histoire d'amour plus tard, etc. Mais est-il logique que chacun paye 50%? Est-ce que s'il y en a un qui gagne 50% de plus que l'autre, il devrait payer 50% de plus du voyage? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui dépendent d'un couple à l'autre, mais qui sont pas si simples. Et je pense qu'il faut, il y a aussi des périodes dans la vie où il y en a un qui gagne plus, qui doit, enfin voilà. Et donc,
moi, je connais des gens qui ont des approches très 50-50 sur tout, ce qui va être très limitant pour potentiellement, je sais pas moi, faire des travaux quand il y en a un qui gagne beaucoup d'argent qui veut en faire et que l'autre dit ah bah non mais moi je peux pas suivre, donc oui, il faut pas de travaux. Et enfin, tu te dis mais attends, vous avez les moyens en vrai, c'est un peu con quand même, mais voilà, c'est mon avis, c'est pas le leur, tu vois. Bref, il y a toutes ces questions à se poser. Je recommande vraiment tous ces épisodes. On a fait un bon tour. On a dépassé mon heure maximum de podcast, Émilie. Mais voilà, sauf si j'ai oublié quelque chose d'ultra important que tu voulais me dire. Je propose déjà juste à mes auditeurs, et tu le diras juste après, de te suivre. Donc voilà, on te retrouve du coup sur LinkedIn par exemple, Émilie Bellet. LinkedIn, Ouais. Instagram aussi, Vestpod. Vestpod, donc voilà, on va sur Vestpod sur le site, donc c'est vestpod.com, vestpod.com. Tous les liens évidemment sont dans le descriptif de l'épisode, vous les retrouverez sur lamartingale.io et sur le descriptif dans votre appli de podcast. Ton livre, je mettrai le lien You're Not Broke, You're Pretty Rich. Donc voilà, en anglais, ça fait du bien de lire en anglais. Après, parce que vous allez gagner à 2 niveaux, c'est sur la finance perso et votre anglais, donc c'est bien. D'une pierre deux coups, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne lésine pas sur l'argent sur les livres, donc vous pouvez l'acheter maintenant, n'hésitez pas, voilà, je t'aurais fait ta plus belle promo sur ce livre. Merci. Et puis on s'abonne à The Wallet, pareil, vous allez apprendre sur les finances perso et apprendre de l'anglais, peut-être avec un petit accent français d'Émilie, je sais pas, non, il te reste petit, ouais, quand même. Petit. Tu sais, les Français, on garde toujours, même après 12 ans ici. Et toi, c'est quoi ta martingale à toi, Émilie, alors? T'en as une? T'as un petit péché mignon, un investissement favori? Écoute, moi, vraiment, les marchés, j'aime bien. J'ai quelques boîtes que je suis et les cryptos. Un peu de crypto Quel marché, quand même. Crypto? Quel marché? Quelle boîte tu suis, pardon? Marché, moi, j'aime bien quelques boîtes en tech. Ouais. J'aime bien des boîtes aussi gérées par des femmes. J'ai commencé à regarder Tu peux un nous en peu citer quelques-unes, juste, ça veut pas Ouais, dire, je répète, c'est pas des conseils, c'est vraiment juste c'est pas des inspirations. conseils. Écoute, moi j'aime bien Tesla par exemple. D'accord. Voilà, j'adore ce qu'il fait, Elon Musk, donc j'ai regardé depuis longtemps. Et quand tu regardes crypto, moi j'ai commencé dans le crypto il y a, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça, assez longtemps. Bien. Ouais. Donc non, j'aime bien, je regarde, je reste investie et on verra, tu vois. Donc traditionnel Bitcoin, Ethereum. Voilà, traditionnel. J'avais essayé un peu de Litecoin, c'est pas, je suis toujours dedans, mais bon, je regarde quoi. Mais ouais, Okay. plutôt les gros. Très bien. Écoute, merci. Émilie Bellet, on te suit un peu partout. Je te remercie pour tous ces petits hack tricks, voilà, on va tous se faire des super samedis matin maintenant grâce à toi. On va partir de nos potes. Non, il est 11h vendredi soir, là, faut que j'y aille demain. J'ai budget à la maison. Voilà. Tu peux le faire avec un verre de vin, ça peut aider. Oui, mais pas le samedi matin à 8h non, du mat. Non, dimanche soir, tu vois. Ça marche. Eh ben, écoute, pas trop cher le vin. Je vous embrasse. Merci, Émilie. Merci à vous tous. Voilà, investir dans le vin, ça se fait aussi. J'ai fait un épisode, je vais en refaire d'autres. Voilà, le vin, les montres. Je vais refaire des trucs un peu là-dessus parce qu'en plus, il s'est passé plein de choses ces derniers temps dans tous ces univers. Il va se passer plein d'autres choses. Voilà, merci encore. Merci à vous de votre fidélité. Et puis, envoyez-moi plein d'idées d'invités, plein d'idées de choses à explorer. Je me régale, moi, vous l'entendez, je pense, semaine après semaine, avoir la chance d'échanger avec des personnes comme Émilie qui me remettent les pieds sur terre. À la semaine prochaine sur La Martingale. Abonnez-vous, abonnez vos amis de force. Voilà, allez-y, allons-y, on sera tous riches et on pourra faire plein de projets ensemble. Allez, salut, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.